Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur notre plateau pour cette émission centrée sur un thème très particulier. Comment le cloud peut-il vous permettre d'accélérer et de faciliter un projet de M&A, Merger and Acquisition, fusion et acquisition? De très nombreuses organisations s'appuient désormais très largement sur le cloud, ça ce n'est pas une nouveauté, pour leurs activités quotidiennes. Lorsqu'elles choisissent de se séparer d'une de leurs activités, le cloud joue très logiquement un rôle vital pour la continuité du business externalisé. Comment s'appuyer sur le cloud pour réussir un projet d'externalisation et d'acquisition? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités du jour. Bertrand Barnier, bonjour. Bonjour Thomas. Bertrand, vous êtes senior manager en charge des sujets technologiques dans les projets de deal chez Strategy End, donc qui est une entité de conseil au sein de PwC. Et nous sommes également avec Frédéric Garnier. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes directeur Cloud Transformation chez PwC. J'ai envie de commencer cette émission par une première question pour vous, Bertrand. Quelle place occupe aujourd'hui l'IT dans les projets de M&A? Alors, déjà, rappelons ce que sont les projets d'IT M&A. De quoi on parle? On parle de trois types de projets principaux qui sont la due diligence, le carve-out, la préparation de la séparation et l'intégration des entités. Dans la due diligence, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un diagnostic complet de tous les assets de l'entreprise pour fournir à l'acheteur potentiel les informations nécessaires pour lui donner une idée des risques et opportunités qu'il peut avoir en faisant une acquisition. Donc, chez PwC, on intervient pour des clients private equity ou des corporates sur ces phases de due diligence, que ce soit sur les aspects finance, bien sûr, mais aussi taxes, ESG et bien sûr IT. Sur les aspects IT, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder déjà l'ensemble des logiciels, des applications qui font tourner le métier de cette entreprise, de cette entité. Cette entreprise est un très grand nombre. Absolument. On est de plus en plus dans les entreprises de software company, donc la technologie et les logiciels sont des assets clés pour créer de la valeur business. Donc c'est ce qu'on va évaluer dans les due diligence. On va aussi regarder les couches un petit peu plus basses de l'IT, la partie infrastructure, où on va s'intéresser à la résilience, à la performance, la scalabilité de l'infrastructure. Vraiment très en détail, les versions des serveurs, vraiment jusqu'à ce point de détail. Absolument. On va regarder les versions des serveurs pour voir s'il n'y a pas des sujets liés à l'obsolescence, si les technologies sont up-to-date, s'il n'y a pas d'enjeux aussi cyber. On va regarder le niveau d'exposition, les vulnérabilités au risque cyber. Donc ça, c'est sur tous les aspects vraiment technologiques. On va aussi regarder autour de ça l'organisation qu'a en charge l'IT, si elle est bien dimensionnée, si les compétences nécessaires pour faire marcher la DSI sont bien présentes. Et enfin, on va regarder la partie plutôt financière de l'IT. Quelle est la dépense IT? Quel est le poids de la dépense IT dans le revenu de l'entreprise? Et voilà, donc tout ça va permettre de donner à un investisseur une idée de la valorisation de l'IT sur cette entité. Ça concernera la phase de due diligence. Après viendront les phases de préparation de la séparation, de carve-out, de préparation de l'intégration. Et là, on aura un enjeu clé qui va être d'assurer la continuité de service au day one, le jour officiel de l'intégration d'une entité, s'assurer que le business continue de tourner, que l'IT qui supporte les process business permet justement d'assurer la continuité d'activité. Frédéric, dans ce contexte de scission et d'acquisition, quel rôle joue le cloud précisément? Alors, le cloud, c'est vrai que dans ce contexte, il a plusieurs rôles, hein, et il peut intervenir à toutes les phases de ces initiatives. Et je dirais même à une phase en amont de tout ça, avant même qu'il y ait l'initiative de M&A qui rentre en jeu. Donc, je dirais qu'il y a les trois phases. Donc, en amont, pour préparer potentiellement l'entreprise à céder un de ses actifs. Donc, on voit faire des moves to cloud
un petit peu en amont de ces initiatives-là pour préparer la technologie et la rendre belle, hein, habiller la mariée, grosso modo. On a aussi le cloud pendant le processus de cessation, dans lequel on va pouvoir utiliser le cloud pour faciliter en fait ce carve-out que Bertrand mentionnait. Et troisièmement, c'est utiliser le cloud dans des buts d'intégrer l'entité qu'on acquiert. Donc ici, le cloud va faciliter la reprise en main de la technologie, parce que le cloud, c'est des technos qui sont assez standards, donc on passe d'un cloud vers un autre, et dans un but d'intégration, on facilite cette transaction. Et puis c'est beaucoup plus simple, on évite de tout recommencer, de ressouscrire peut-être des abonnements de services, de déplacer les datas. Donc le cloud a vraiment un rôle de fluidifier la transition finalement. Tout à fait, tout à fait. On retrouve des technos qui permettent justement le transfert des données d'un cloud vers l'autre, mais parfois on parle juste de transfert de souscription, transfert de compte en fait de l'un à l'autre, sans pour autant bouger les données. Donc ça permet vraiment de faciliter cet aspect-là. Dans ce processus, hein, toujours le même, hein, de cession de carve-out, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut supposer que le cloud permet d'assurer et de garantir la valeur de l'entité en question? Allez, Frédéric et puis Bertrand. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a du software ou des logiciels qui tournent sur du cloud chez les hyperscalers, hein, chez les grands fournisseurs cloud, on appelle ça les hyperscalers, on sait que l'infrastructure est à jour, on sait qu'elle est sécurisée, on sait qu'il y a un certain niveau de standard qui est déjà disponible. Donc le premier élément, c'est que le cloud, en fait, facilite cette techno de sécurisation des infrastructures. Et quand on fait notre due diligence ou quand on fait une analyse, le fait d'être déjà sur du cloud permet de poser des bases de sécurité qui sont déjà là. On sait que le logiciel est à jour, qu'il n'y a pas d'obsolescence, et donc ça permet de faciliter cette partie-là. On a aussi la partie qui est liée à la modularité du cloud, qui permet de prendre certains éléments et pas d'autres. Donc on peut aussi se permettre de choisir quelles composantes on cède et quelles composantes on peut garder. Donc il y a pas mal de choses qui permettent la flexibilité dans la transaction qu'une infrastructure, on va dire, standard ne permet pas. Est-ce qu'on peut aller dans ce type de... Alors c'est une question connexe, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à choisir de renégocier un contrat parce que la nouvelle entité n'aura pas forcément besoin de toute la puissance informatique ou de toute la capacité de stockage qu'avait l'entité globale avant? Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là, ou est-ce que il est question généralement de reprendre un contrat exactement tel quel, même si on sait que l'activité ne sera pas exactement identique? Alors, sur le redimensionnement, grosso modo, de l'infrastructure, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un axe où la valorisation des assets peut être modifiée en fonction du périmètre et du dimensionnement de ce qu'on veut prendre, mais globalement, le cloud permet un peu cette flexibilité, cette élasticité qui fait qu'on ne paie que ce qu'on consomme. Donc si on passe d'une entité à X client à une entité à X moins N chez un autre client, on ne va de toute façon consommer que ce qu'on... Enfin, on va payer que ce qu'on consomme. Voilà. Peut-être aussi un autre intérêt dans ce cadre-là, c'est que dans certains types de deals où on va mettre en stand-alone, c'est-à-dire qu'on va prendre une entité d'un groupe qu'on va céder à, par exemple, un fonds d'investissement qui ne bénéficie pas d'infrastructure en propre, il sera intéressé et il valorisera le fait que l'infrastructure initiale est déjà hébergée dans un mode cloud pour justement s'affranchir d'éventuels projets de migration de data center pour aller justement sur d'autres types d'infrastructures. En étant déjà dans le cloud, on est plutôt sur de la renégociation de contrats. Éventuellement, on peut rester sur les infrastructures existantes. Est-ce qu'on peut revenir, Frédéric, vous le disiez à l'instant, il y a pas mal de... Vous avez commencé à citer un ou deux avantages, mais est-ce qu'on peut en lister peut-être d'autres désavantages qu'offre le cloud, notamment fonctionnels et technologiques pour l'entreprise qui va acquérir une nouvelle entité? Alors, c'est vrai que premièrement, on peut dire l'élasticité que le cloud permet. Donc, c'était le point que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire que on va grossir en fait les infrastructures au fur et à mesure.
de son usage. Le deuxième, c'est l'automatisation que les solutions et les services que les hyperscalers fournissent peut mettre en œuvre. Donc l'automatisation autour de la transfert de données, par exemple. C'est des services qui sont déjà disponibles entre hyperscalers, même entre AWS ou Azure ou GCP, Google. Enfin, il y a des modules qui existent pour permettre le transfert des données d'une manière assez automatisée. Et on retrouve aussi la partie sécurisation des environnements. C'est-à-dire que quand on a une zone sécurisée que l'on cède, on peut la céder sécurisée complètement. Donc on transfère les VPN, on transfère les souscriptions de cette zone vers une autre zone et on a la construction déjà faite d'un environnement complètement sécurisé. Donc à partir de là, je pense si on le compare avec de l'infrastructure on-prem, comme on dit, donc du physique, on simplifie énormément la passation en fait, de tout ce logiciel vers l'acquéreur. Est-ce qu'on a un degré de complexité supplémentaire lorsqu'on bascule des infras qui étaient sur de l'hybride, ou pas forcément de l'hybride, mais disons du multi-cloud? La plupart des entreprises aujourd'hui, pas la plupart, mais en tout cas les grands du CAC 40, pour une partie d'entre eux, travaillent non plus avec un hyperscaler, mais 2, voire 3 dans certains domaines. Est-ce que le fait de basculer une entité qui utiliserait par exemple 2 hyperscalers entraîne des difficultés particulières pour les missions qui sont les vôtres? Frédéric, Bertrand, comme vous voulez. Le fait d'être dans un mode hybride ou un mode de multi-cloud, en fait, plutôt multi-cloud que hybride, ne change pas grand-chose à la transaction en soi. Si l'acquéreur va reprendre en main des environnements ou des écosystèmes cloud, il reprendra en main aussi le multi-cloud de son côté. Et après, derrière, il peut avoir une stratégie de consolidation, peut-être de rapatriement d'un environnement ou d'un écosystème vers son hyperscaler de préférence. Et le fait qu'on soit déjà dans une configuration de cloud, où le cloud fournit l'infrastructure, ce transfert est facilité, encore une fois, avec des outils qui permettent de passer de l'un à l'autre assez facilement. Bertrand, comment justement ce même cloud dont on parle depuis tout à l'heure favorise-t-il et aide-t-il à la continuité du business? On l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez préciser justement pourquoi est-ce que cet actif-là est vraiment critique pour la continuité du business? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans cette phase de transition où on prépare la séparation, on va préparer aussi la continuité de service entre la situation initiale où l'entité est rattachée à un groupe et la situation post-Day One où elle appartient à un nouveau groupe. Cette transition-là, elle est sécurisée en termes de continuité de service par ce qu'on appelle la mise en place de TSA, de Transitional Service Agreement, qui sont des services fournis par l'entité cédante au repreneur. Dans ce cadre-là, effectivement, quand on est déjà hébergé sur des infrastructures cloud, l'élasticité de gestion, alors la gestion un peu plus souple qu'on peut avoir, comme l'évoquait Frédéric, sur l'infrastructure auprès des hébergeurs cloud, va permettre de minimiser un petit peu la durée des TSA, de faciliter la gestion, d'une part, et d'autre part, elle va nettement alléger potentiellement les travaux de migration pour aller sur le système cible. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement on-premise, qui est donc par opposition au cloud des environnements physiques que possède l'entité cédante, il y aura des travaux assez lourds à mettre en place pour migrer les infrastructures vers le nouvel ensemble. Le TSA, le cloud, justement, dans ce cadre-là, va permettre de se focaliser surtout sur la partie contractuelle, le transfert des assets d'un point de vue plutôt virtuel que physique. C'est vrai, là-dessus, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, dans le TSA, on a un accord entre le cédant et l'acquéreur de partager en fait, les infrastructures pendant un certain temps, le temps d'intégrer en fait, complètement soit les collaborateurs, soit la technologie. Et ces TSA, je ne sais pas, mais c'est à peu près 18 mois, voire 2 ans, ça peut durer assez longtemps, parce que justement, les intégrations peuvent prendre énormément de temps. Aujourd'hui, avec le cloud, on peut accélérer cette phase. C'est-à-dire que l'accord qu'on peut avoir en partage de techno peut être réduit
et du coup réduit les coûts de transactions entre les parties. Et cette réduction, elle est principalement due au fait qu'on a des technologies qui sont transférables beaucoup plus simplement d'un environnement à l'autre. Et l'intégration peut se faire d'une manière assez rapide dans ce contexte. Quand on parle et quand vous parlez, Frédéric, de réduction de coûts, est-ce que le cloud permet aussi de réduire les coûts? Et là, je parle vraiment de manière opérationnelle pour la nouvelle entité. Frédéric, et puis si Bertrand voulait compléter, n'hésitez pas. Mais alors, globalement, c'est un avantage du cloud au-delà du M&A, bien entendu. Parce qu'on en discute quand même beaucoup. On dit que le à cloud fait. n'est pas forcément plus cher. Oui. Avec quand on ajuste et un peu de fine-tuning, on arrive à faire en sorte que ça coûte moins cher, mais bon, il y a toujours une discussion dessus, en fait. Tout à fait. C'est les initiatives de cloud, donc plus globalement, hein, quand on fait un move to cloud, quand on transfère nos infrastructures vers le cloud, on a cette phase un petit peu de open bar dans l'entreprise où tout le monde peut utiliser le cloud par sa facilité d'accès et on finit par avoir des coûts qui sont non contrôlés. Donc c'est vrai, cette première phase en fait, d'acquisition ou d'usage du cloud, on va dire, est non contrôlée. Mais ce que le cloud permet au-delà de ça, une fois que on rentre dans le contrôle, c'est vraiment cet aspect du pay as you go, du grow as you go. C'est-à-dire qu'on ne paie que ce qu'on consomme, donc on l'avait mentionné tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est qu'une fois qu'on est dans on va dire en mode de croisière d'usage du cloud, on rentre dans des concepts de FinOps, de Financial Optimizations, où on peut contrôler son usage du cloud et simplifier et optimiser en fait les coûts d'usage. Donc sur du on-prem, donc à l'ancienne, on a nos coûts fixes, hein, les bâtiments, le rackage, les serveurs, etc. Mais sur le cloud, on a de l'usage et on a de l'OPEX, en fait, du run qu'on doit financer, mais on a la capacité de changer tout ça au mois par mois, selon les usages, selon les périodes de l'année. Par exemple, on arrive vers Noël, il faut augmenter les serveurs du e-commerce. On est en période d'été, personne n'achète, et ben on libère de la capacité, etc. Et donc on a cette flexibilité vraiment de vivre au rythme de ses clients, ce qu'on n'a pas sur le on-prem. Donc l'optimisation financière, elle vient vraiment de ce côté-là, de l'élasticité que le cloud permet, des outils qu'il fournit pour pouvoir comprendre où est l'usage en fait, des systèmes. Et ensuite, derrière, contractuellement, il y a des méthodes de contractualisation qui permettent vraiment d'optimiser les coûts de l'usage de l'infrastructure. Bertrand, vous voulez dire un mot sur cette question? Oui, peut-être que ce qui est important de voir aussi, c'est du point de vue du vendeur. Effectivement, toute cette souplesse sur la gestion du SaaS qu'a évoqué Frédéric, où on est dans un mode pay-as-you-go et on peut s'affranchir de certains coûts quand on n'a plus besoin, ça va aussi offrir une garantie post-deal où l'entité qui va céder une partie de son business va pouvoir réduire les coûts liés au cloud, là où, avec des infrastructures physiques, ils sont propriétaires d'assets, voilà, comme évoqué Frédéric, des racks, des mètres carrés en data center, qui vont rester des coûts à leur charge après le deal. Quand on parle d'externalisation, il y a le cas très particulier des ERP, des outils de BI. On sait combien ils sont critiques. Les entreprises mettent des années à intégrer les fonctionnalités, à préciser les fonctionnalités et ainsi de suite pour qu'ils fonctionnent vraiment et qu'ils répondent aux besoins des métiers. Comment justement on peut s'appuyer sur le cloud pour faire en sorte que justement la migration de ces outils-là, critiques, soit, je le disais au début, soit la plus fluide possible? Frédéric. Alors, c'est une grande question parce que c'est vrai que l'ERP est souvent au cœur des sujets d'analyse dans les transactions, hein, et au-delà de ça, font partie des grands programmes de transformation qu'on peut observer chez nos clients dans les discussions Move to Cloud. Bouger un SAP de on-prem vers le cloud et j'en passe, hein, bien entendu. Dans la transaction en tant que telle, on ne va pas changer cette couche-là. Parce que justement, derrière, il y a un programme de transformation, un programme de migration à mettre en œuvre qui va au-delà en fait, de l'initiative de la transaction. D'accord ? Mais par contre, ce qui peut être fait pendant la due diligence, pendant l'étude de la couche infrastructure qui est cédée, ou la couche technique qui a cédé, c'est la capacité à ce qu'on reprend potentiellement à migrer vers le cloud. Si l'acquéreur est déjà dans un contexte de cloud. Et cette analyse peut-être être un facteur
de valorisation de l'acquisition, parce que derrière, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros pour certaines entreprises à faire ce genre de migration des ERP. Mais si on acquiert quelque chose qui a déjà une base et une structure qui permet justement ce transfert, ça peut aider à valoriser l'entreprise. Enfin, en tout cas, les actifs cédés. Bertrand, vous voulez dire un mot ? Non ? Non, je ne complète pas là-dessus. Non, pas de problème. On est quasiment à la fin de cette émission. Une question sur les gens, parce qu'on a parlé effectivement de la migration, on a parlé de technologie, on a parlé effectivement coût. Et je voulais vous poser une question, Bertrand, sur le rôle du DSI. Parce que le DSI est très important pour l'externalisation de l'activité, du système informatique. Et il va être intéressant de part et d'autre, parce qu'il y a le DSI qui organise la scission de l'activité, et puis il y a le DSI qui, en face, va accueillir la nouvelle entité, l'intégrer, ainsi de suite. À quel point ce rôle-là est critique et à quel point le DSI doit s'assurer qu'il a orchestré, les DSI d'ailleurs, en coopération avec les différents COMEX, doivent s'assurer qu'ils ont bien orchestré cette migration et faire en sorte justement qu'elle se produise sans heurts. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour maximiser la valeur du deal, il est important que l'intégration se fasse le plus rapidement possible. Le moment du deal, ça crée une forme de momentum dans l'entreprise qui fait l'acquisition. Et ce momentum est bénéfique pour justement réaliser tous les travaux d'intégration sur tous les volets, pas que IT, y compris au niveau HR, intégration des people. Et donc, il est important pour maximiser, justement, pour accélérer cette phase d'intégration, qu'il y ait eu en amont une préparation, une définition de la feuille de route d'intégration, que justement les travaux de due diligence aient permis de mettre en avant les points clés sur lesquels il va falloir s'appuyer, là où il y a des synergies à faire, là où il y a eu des travaux de migration à faire. Et le DSI doit justement, au moment où il devient DSI de cette nouvelle entité, avoir une feuille de route claire pour pouvoir justement mener les travaux d'intégration dans les temps. Donc, clarté de la feuille de route, oui. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, en général, le DSI subit un petit peu ces initiatives, bien entendu. Il est contributeur du planning, dire voilà, on pense qu'on peut faire l'acquisition sous ces délais, mais ensuite il subit parce que ces délais ne peuvent plus bouger. Une fois qu'on a le Day One, ce qu'on appelle le Day One, le jour où le transfert est fait, et ce Day One ne peut pas bouger parce qu'on a une faille technique. Donc le rétro-planning des activités techniques DSI en amont du Day One est très important dans toute l'initiative. Et en général, c'est là où nous, on vient aider les DSI à s'assurer du Day One pour mettre en œuvre toute cette war room, cette task force en fait, qui va permettre ces transferts d'actifs. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Bertrand. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.